Voici donc venu le temps de vous présenter nos premiers conférenciers. Monsieur Martin Campbell était propriétaire de l'abattoir Campbell Incorporé de 1986 à 2011 et propriétaire de l'érablière Hilltop de 2008 à 2014. Il est enseignant en boucherie de détail au campus de Brome-Missisquoi de Cowansville depuis 2014. Il est aussi éleveur au pâturage, ADN Pâturage, depuis 2019, en plus d'être consultant accrédité au Réseau Agriconseil de l'Estrie pour la mise en valeur des viandes depuis 2022. Alexandre Campbell est diplômé en mécanique agricole de l'École professionnelle de Saint-Hyacinthe et éleveur au pâturage depuis 2019. Il est diplômé en boucherie de détail au campus Brome-Missisquoi de Cowansville depuis 2023 et a d'ailleurs obtenu la mention du meilleur élève de boucherie du Québec 2023. On le félicite. Il est maintenant boucher au marché Gendreau et pour ADN Pâturage. Je leur laisse maintenant la parole à Martin et Alexandre Campbell avec leur conférence sur les viandes de pâturage pour une durée de 45 minutes. C'est toi qui parles la vidéo. Hello. Bonjour tout le monde. Je vous remercie d'être là en si grand nombre. Je n'ai pas l'habitude d'être devant un si gros groupe. Donc, en tant qu'enseignant, je suis souvent devant 20-25 personnes maximum. On va essayer de faire de notre mieux aujourd'hui pour vous présenter ADN Pâturage et bien sûr, le clou de la présentation aujourd'hui, ça va être de vous parler des constatations qu'on a faites les viandes de pâturage versus les viandes du commerce. Donc, comme vous voyez, prochaine diapo. Donc ici, on voit Malik, le fils d'Alexandre. Donc, ADN Pâturage, c'est une affaire de famille. Donc, on voit ici nos trois enfants, Rosalie, qui est infirmière, Elisabeth, notre bachelière, et Alexandre, comme vous l'avez entendu tantôt, notre boucher diplômé. Mon épouse, bien sûr, qui est là avec un de nos petits-enfants. Elisabeth, je vous ai dit, notre bachelière, donc à la remise de son bac l'an passé à Québec, comme nous sommes très fiers. Donc, Elisabeth, elle s'occupe du support de l'entreprise au niveau des études de marché, au niveau de la mise en marché. Donc, c'est une grande force dans notre équipe qui amène toutes ses connaissances qu'elle a été chercher à l'université. Alexandre, ses rêves. Alexandre, quand il était plus petit, à l'âge de 8 ans, c'était pas un grand sportif. On a essayé de le faire participer
au soccer, à la balle, et puis on s'est rendu compte qu'il aimait beaucoup le pâturage parce que souvent, il était assis dans la pelouse puis il jouait avec les brins d'herbe. Fait que dans les années qui ont suivi, on a fait l'acquisition d'une ferme. Puis il me disait, ben papa, moi, ce que je veux cet été, j'aimerais ça avoir des animaux. Fait que ça a commencé avec 3 cochons, des poulets de grains, des poules pondeuses. À ça, c'est greffé un troupeau de vaches veaux. Ensuite de ça, un troupeau d'agneaux. Et tout le temps aimé travailler avec les animaux. Puis je peux vous dire que quand il rentrait à la fin de journée, il avait vraiment besoin de prendre une douche. Donc, comme vous l'avez entendu tantôt, diplômé en mécanique agricole, diplômé en boucherie de détail au campus Ronde-Missisquoi, on voit mon collègue à gauche, Jonathan, Alexandre, moi-même et mon autre collègue, Guillaume. Gagnant du meilleur élève de boucherie au Québec l'an passé, c'était la première édition d'un tel concours. Donc, on voit à la remise encore Jonathan, Joseph, le collègue, parce que c'est une compétition en équipe, Alexandre, moi-même et Daniel Choquette, qui est représentant de l'ADAC au Québec. Travaille maintenant au marché Gendreau. Donc, on voit toute l'équipe du marché Gendreau. Alexandre, on voit Robert Yann à la gauche et tout le reste de l'équipe avec qui Alexandre travaille jour après jour. Ses aspirations, ben comme vous pouvez voir, là, la famille, c'est très important, autant pour moi que pour Alexandre. Donc, ses aspirations, c'est de faire grandir son élevage et même en même temps que il participe à l'éducation de ses enfants en les emmenant à tous les jours voir les animaux, participer aux tâches journalières. Encore là, ici, on voit les deux de ses 3 enfants avec les bœufs et Alexandre qui est fièrement posé à la qualification qu'on avait faite à l'école l'an passé. Donc, on avait 8 participants. Ils devaient se qualifier pour aller à la compétition du mois d'avril dernier. Martin, maintenant, Martin, dès son jeune âge, comme moi j'ai vécu avec lui, il a suivi son père puis son grand-père. Ici, on voit Émile, son grand-père, Claude, son père, puis Martin qui exécutait une journée à l'abattage. Martin, en 1988, il était à l'Institut des viandes à faire une formation en charcuterie. Il a fait aussi une formation en leadership en 1992. Il a fait le DEP de boucherie, le détail, en 2014 par le programme de la reconnaissance des acquis. Il a aussi fait une formation superviseur en entreprise en 2020. Martin, son expérience professionnelle de 1996 à 2011, il a été propriétaire de l'abattoir Campbell. Fait qu'ici, sur la photo, à gauche complètement, on voit son frère Yvan, son père Claude, puis Martin à droite. Martin, tout au long de sa carrière, il a pu toucher à plusieurs facettes du métier et il a travaillé au transport d'animaux, l'abattage des animaux, transformation de charcuterie, plat cuisinier, les services de traitance, puis la mise en marché. Ici, on voit sur les photos justement le service de traitance. Il a été propriétaire de herbière Hilltop avec ma mère Judith. Puis maman, merci. Hier, c'était pas la vraie version qu'on t'a montrée. On voulait te remercier. Je voulais présenter ma mère Judith. Que ma mère est en arrière de tout ça. Puis c'est elle qui tient les morceaux ensemble. C'est elle qui fait la comptabilité, la facturation, la tenue de livre. C'est elle aussi que quand il y a des petits problèmes du côté emballage, du côté boucherie, elle fait l'éponge entre les deux. Puis c'est elle qui regroupe tout ça puis elle trouve solution à ce que tout fonctionne, le fonctionnement de la journée se fasse bien lors des décos. Martin, depuis 2014, il est enseignant en boucherie de détail au campus de Ronde-Missisquoi. Un petit peu plus tard dans les présentations, on va vous parler de couples un petit peu plus modernes, des couples qui sont plus à jour. Mais ici, sur les photos, on peut voir des couples plus modernes, Tomahawk, marteau de Thor, des couples qui sont de plus en plus en demande par la jeune clientèle. Donc, pourquoi ADN pâturage? Tout ça, cette aventure-là, ça a commencé la journée d'élevage au pâturage en 2019, où on s'est présenté, mon collègue Jonathan, avec des élèves, mon épouse, puis on n'avait aucune attente. On savait pas pourquoi on allait là. Et puis, à ce moment-là, on a rencontré des conférenciers, M. Joel Salatin, qui était là de la Virginie, et il y avait aussi Dominique Dumas, qui je me souviens. Et puis, ça a commencé à créer des pensées, des rêves dans nos têtes.
Et puis, on s'est dit, au retour, j'ai commencé à les fouiller sur YouTube. J'étais allé voir les vidéos de M. Salatin. Et puis, ça, c'était vraiment inspirant pour moi. Et puis, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais en mars 2020 est arrivé le COVID. Donc, COVID est arrivé. Puis là, ben, ce qu'on nous disait, c'est qu'on va se confiner. On n'aura pas le droit de voir nos familles. Donc, ça va être difficile, les rencontres. Fait que j'ai fait une consultation avec mes enfants, puis j'ai dit, qu'est-ce que vous en penseriez si on partait un élevage de pâturage? Et puis, ça nous donnerait l'occasion de travailler ensemble, d'être ensemble, les enfants, les petits-enfants. Et puis, en même temps, on serait légal parce qu'on ne pouvait pas se rencontrer en tant que famille, mais si c'était un business, on avait le droit. Fait que de là est partie l'idée. Donc, à la conférence du MAPAC, ça a été vraiment ça qui nous a lancé. Là, ensuite de ça, ben nous, on n'est pas propriétaire de terres agricoles. Fait que là, je me suis mis à la recherche, où est-ce qu'on pourrait faire ça? Donc, j'avais un bon ami à moi, M. Claude Girard, qui possède le domaine d'Anam. Fait que c'est un verger, donc à peu près 25 000 arbres fruitiers. Et puis, je l'ai rencontré, j'ai dit, est-ce que tu auras un endroit où on pourrait faire de l'élevage de porc, de poulet? Il dit, ben oui, viens me voir. Il dit, il y a certainement un coin de terrain qui va faire ton affaire. Tout ça, donc ADN et Tsogo, les fameux chicken tractors de M. Salatin, j'étais un peu sceptique parce que j'avais vu toute l'ampleur que c'était, puis je me dis, bon, c'est quoi le travail que ça nécessite, puis c'est qu'est-ce qu'il faut que j'apporte comme soin aux animaux. Fait que moi, je demeure à Bromont, dans un quartier résidentiel, dans un flanc de montagne, mais on est en contexte COVID, puis il faut penser à notre survie. Hein. Fait que j'ai dit, ça va être intéressant, on va partir les poulets à Bromont, comme ça, je vais avoir l'œil vraiment près des animaux, et puis je vais voir comment ça se comporte. Donc ça a été le début de la production de la volaille, donc au mois de juin 2020. Après ça, ben, il est venu l'installation du système de port, de toute l'installation. Pour nous, le corral, c'était de quoi qui est important. Puis je crois que pour chacun, sur chaque ferme, ben, c'est notre élément clé avec lesquels on travaille avec les animaux. Le corral sert à deux choses, ben, à la réception puis au départ du bétail. Ayant suivi mon père en jeune âge, faire du transport d'animaux, je me souviens que c'était l'activité principale du lundi matin. On se levait aux petites heures, puis j'allais faire le transport avec lui pour l'abattage des animaux de la semaine. Fait que pour moi, ça faisait tout son sens en construisant le corral en premier, ensuite faire les pâturages. Fait que les porcs, quand ils arrivent, ils passent leurs premiers 36 heures à l'intérieur de ce corral-là pour qu'ils apprennent la clôture électrique. Fait qu'ils vont passer le premier 24 heures, toutes les portes vont être fermées. Par la suite, on enlève les portes, on laisse seulement le fil électrique, puis pour que le porc apprenne à voir la lumière, à voir le fil. Puis, pour le départ des porcs, la même chose. Je me souviens quand j'étais petit, ben mon père, il y avait comme une loi non écrite que au bout de 30 minutes, si les animaux n'étaient pas chargés dans la remorque, on donnait des conseils au producteur, puis on quittait l'endroit pour lui donner un rendez-vous dans la semaine ensuite pour revenir chercher les animaux. Fait que nous, pour charger entre 15 et 20 porcs, on prévoit entre 5 et 10 minutes. 10 minutes prévoyant que ça va pas bien été. Après ça, il est venu la fabrication de 6 parcs de porcs sur une 12aine d'acres de terrain. On a vu que ça, on trouvait que ça donnait la grosseur efficace pour que l'herbe ait le temps de se régénérer entre chaque tournée de pâturage. Fait qu'en arrière, on voit un pâturage qui a été passé 24 heures au préalable, que les porcs arrivent dans le nouveau pâturage qu'on voit ici. Par la suite, j'ai fait beaucoup de recherches. On avait de la misère avec le système d'eau. Nous, on est situé à une place où l'eau courante n'est pas disponible, puis qu'on est situé loin de l'électricité, puis de tout. Fait que ça prenait un système qui était, avec la topographie, efficace. Fait qu'on s'est servi de la topographie du terrain qui est en pente pour faire un système d'irrigation ayant une érablière dans le préalable. Parce que l'impact au sol était assez important dans les parties de pâturage où les tops d'eau étaient situés parce qu'ils étaient sur une remorque avant. Fait qu'on a décidé de se faire un système dans la forêt avec un beam puis une dizaine de tétines qui étaient réparties dessus puis qu'on pourrait déplacer facilement. En 2021, il est venu l'ajout des bœufs. Le propriétaire a décidé d'arracher une partie de son verger, puis qu'il voulait pas le remettre à des arbres fruitiers dessus. Fait qu'il nous a dit, il y a un autre 15 acres, si vous êtes intéressé de faire une autre production, de continuer d'expandre l'entreprise.
En 2021, il y a été aussi l'ajout des dindons. Ici, on voit les élèves du CBM en train de faire une visite. Fait que les élèves, avant que la viande la pièce de viande se rende sur leur table, ben, ils ont la chance de voir tous les efforts qui ont été mis à l'œuvre avant de pouvoir avoir une pièce de viande. Fait qu'ils vont visiter des fermes de pâturage, puis aussi des parcs d'engraissement. En automne 2022, on a fait l'acquisition de la Rova Barn, un concept qui a été créé au Manitoba par Yuko Robotics, Daniel et Katrina, propriétaires de l'entreprise. On a eu plusieurs problèmes auparavant. Aussi, ce que ça nous apportait comme avantage, c'est que on n'avait aucun bâtiment pour partir nos poussins sur place. Pour nous, c'était quoi qui était comme important. Puis déplacer les poussins rendus dépasser 3 semaines, ça apporte une charge de travail un petit peu plus grande. C'est de quoi qu'on essayait de trouver une façon que ça soit plus facile. L'avantage de la Rova Barn, ben, au préalable, avec les Chicken Tractor, on a eu des problèmes avec les ratons laveurs. On a eu des problèmes avec les dindons. On a eu des problèmes de rubus. Puis, il y avait tout le temps la disponibilité en moulée qui était assez réduite. Avec une machine comme ça, on avait une autonomie d'une semaine en eau puis en nourriture. C'était aussi, moi, je suis situé à 45 minutes de mon lieu d'élevage. Fait que pour moi, c'était difficile d'avoir tout le temps un œil sur l'élevage, surtout dans les poussins. Je crois que c'est là l'endroit qu'on doit apporter le plus d'attention. Fait qu'il y a un système de caméra qui est suivi de mon téléphone. Il y a un système aussi qui est suivi sur mon téléphone, une application que j'ai accès à l'ouverture des volets, la quantité de mangeoires qui a été soignée dans le dernier 24 heures, la température intérieure. Puis, faut aussi penser qu'on voulait tout garder notre fertilisant à la même place parce qu'on avait un sol qui était assez pauvre. Puis, fait que le Rova est situé dans le même package que les bœufs. Fait que c'est possible grâce à une clôture électrique qui est faite en sorte que les bœufs peuvent bien cohabiter avec la Rova. Un autre avantage que ça apportait, ben, les déplacements des Chicken Tractor étaient très élaborieux pour nous. Ça nous prenait beaucoup de temps. Souvent, nos conjointes, ma conjointe venait nous donner un coup de main pour déplacer les Chicken Tractor. Puis c'était comme leur petit fun d'aller commencer avec ça pendant que nous, on faisait d'autres choses. Mais ils n'étaient pas capables de déplacer le Chicken Tractor seul. Il fallait quand même aller les aider. Fait que dans un monde idéal, une machine comme ça va se déplacer une vingtaine de fois par jour. Quand je dis dans un mode idéal, dans notre topographie de terrain, la machine présentement ne se déplace pas, puis on doit la déplacer avec une machinerie. Daniel et Katrina sont en train de travailler sur une solution à notre problème. Donc, comme on vous a dit, on fait toute notre transformation. Donc, tout est découpé à l'école, au campus Brome-Missisquoi. On a l'opportunité de pouvoir utiliser les locaux, les équipements en dehors des heures de classe. Donc, nous, les samedis, c'est un peu un party de famille. Tout le monde met l'épaule à la roue. J'ai bien sûr mes collègues qui se joignent à moi pour tout nous donner un coup de main. Dans les prochaines diapos, on vous présente ça. Donc, ce qui est important pour nous, c'est de garder le lien avec le client puis comment on va faire ça. Donc, au niveau du transfert des connaissances, ben, ça va être le moment où on va parler avec nos clients, on va leur conseiller sur des modes de cuisson, sur des recettes, de l'assaisonnement. Ça va être le moment aussi où on va proposer des nouveautés, des nouvelles coupes, des nouvelles tendances et les nouvelles charcuteries qu'on va faire aussi. C'est un moment aussi où on développe la confiance. Donc, la confiance, c'est de voir antérieurement qu'est-ce qu'ils ont connu, qu'est-ce qu'ils n'ont pas aimé dans la coupe ou dans la bête qu'ils ont acheté et essayer de pallier à ce manque. Et aussi, en même temps, ben, c'est de connaître les goûts de chacun de nos clients afin de maximiser chacune des parties. Parce qu'en boucherie, c'est facile de faire de la viande hachée. On peut faire de la viande hachée partout, mais quand arrive le temps de maximiser chacune des pièces, ben là, il faut bien connaître les goûts de nos clients. L'autre chose qu'on va faire aussi, donc, c'est ce qu'on va faire connaître l'historique de notre entreprise. Les gens, nos clients, là, ils veulent entendre parler de qu'est-ce que vous faites. C'est quoi qui vous distingue? Pourquoi cette viande-là, elle est meilleure qu'une autre? Donc, ça va être l'occasion, comme je l'ai dit au préalable, de proposer des recettes et aussi assurer la satisfaction. Chez ADN Pâturage, ben, c'est une satisfaction qui est garantie. Si la viande n'est pas à votre goût, si la coupe n'est pas à votre goût,
bien, on vous garantit que votre expérience va être gagnante parce qu'on va reprendre ça puis on va vous remplacer la viande. Donc, ça va être le moment aussi où on va informer les gens sur le mode d'élevage. Donc, on dit aux gens, hey, nous, on fait de l'élevage au pâturage. Les gens, ça lui dit pas grand-chose parce qu'ils connaissent pas les différents modes d'élevage. Puis ça, comment moi je vais m'y prendre? Souvent, vous voyez sur la photo ici M. Joel Salatin, qui a été en partie l'inspiration avec des porcs. Donc, souvent, ce monsieur-là, il a des multitudes de vidéos sur YouTube. Et je vais me servir de lui comme levier. Allez voir les vidéos, allez vous renseigner. Puis ça, ben, ça va susciter des questions. Les gens reviennent vers nous puis nous disent « Ah ben là, je comprends un peu plus ce que vous faites. » Et aussi, on va en profiter pour inviter les gens à la ferme pour qu'ils viennent nous voir, viennent voir nos installations. Et à ce moment-là, ben, on vient aider vraiment le lien avec les clients. Je vais vous présenter l'équipe des bouchers d'ADN Pâturage. Donc, à gauche, vous reconnaissez Alexandre. À droite, on a Jonathan avec la relève Antoine, son fils, qui est un collègue de classe qui enseigne avec moi aussi. Vous me reconnaissez. Et ensuite de ça, complètement à droite, Guillaume, qui est en enseignement avec nous. Il y a aussi l'équipe d'emballage. Ben, nous, c'est de quoi qu'on fait seulement le samedi. On découpe la viande le samedi parce que dans la semaine, il y a des cours à l'école. Fait que ça doit être du monde qui sont disponibles de notre entourage qui vont venir nous aider. Fait qu'on a formé ma belle-mère, Christine, son amie Jocelyne, puis aussi la femme de Jonathan, Stéphanie. Toutes nos charcuteries, c'est Philippe qui s'occupe de peser les ingrédients. Quand je dis peser, c'est qu'on fonctionne pas avec des mélanges qui sont préconçus. Dans le fond, dans les mélanges préconçus, souvent ce qui est sur le marché sont composés de gluten. On avait du monde de notre entourage qui était intolérant au gluten. Puis le gluten apporte une autre chose à la charcuterie. C'est un retenant de liquide, c'est un retenant de gras. Fait qu'on est capable de faire des saucisses qui sont plus gras. Puis nous, ben, on voulait s'assurer que nos produits soient de qualité optimum. Ben ici, c'est un samedi, on voit Malik qui est en train de faire une sieste en dessous de la table. Ben, le matin, il nous aide à emballer de la viande, il aide les filles, il s'amuse avec une queue, une patte de porc. Puis dans l'après-midi, ben, il échange il échange son cerveau pour une doudou, parce que pour le bon fonctionnement d'une journée, ça prend une sieste dans l'après-midi. Puis je peux vous garantir qu'il dormait vraiment. Je voulais aussi remercier nos partenaires, Marché Gendreau, Kim et Robert Yann, mon patron. Depuis le mois de mai, c'est un nouvel emploi pour moi. Yann me connaissait peu au début. J'ai parlé de mon élevage, puis il a été le premier à dire, quand j'ai eu des sujets arrivés à terme, moi j'en veux. Fait que la première semaine, on a commencé avec, je crois, un bœuf, un porc. Puis il a eu le temps de goûter. Il a vu les carcasses accrochées dans son frigidaire parce qu'étant un boucher, lui aussi, il a pu les travailler. Il a vu la différence dans nos viandes, je crois. Puis, à tous les jours qu'il en mangeait, il revenait puis il m'en parlait en positif. Je voulais aussi remercier Mélanie Beaulac, la bouchère, pour, dans le fond, elle achète de nos viandes elle a un concept de boutique gourmande. Fait qu'elle elle prépare des sacs, elle prépare des commandes pour vous, prêtes à manger, prêtes à cuisiner, avec des produits faits à partir de produits locaux. Donc maintenant, je vais vous parler des observations qu'on a faites en tant que boucher au niveau des comparatifs pour les viandes commerciales et de pâturage. Donc, je vais commencer par vous décrire les viandes commerciales. Donc, un muscle qui est beaucoup plus flasque, beaucoup plus mouillé et une couleur plus jaunâtre. Donc, le gras et la viande sont plus jaunes, probablement associés à l'alimentation. Donc, les poulets consomment beaucoup de maïs. Au niveau du poulet de pâturage, ben, ce qu'on a remarqué, c'est un muscle qui est beaucoup plus ferme. Un poulet qui fait plus d'activité, donc qui bouge plus, et puis qui est tout le temps en recherche d'un ver de terre, d'un insecte ou d'un grain d'herbe à manger. La couleur qui est beaucoup plus rosée, donc moins de gras, et le gras qui est plus blanc. Chez ADN Pâturage, donc ce qu'on nourrit à nos animaux, c'est des grains qui sont sans OGM, donc il n'y a pas de maïs et pas de soya dans nos moulées. Au niveau du porc maintenant, donc le muscle plus flasque, ben vraiment, le porc du commerce, c'est une viande qui est plus humide et puis qui se tient moins. Musculature standard, je vais vous revenir tantôt ce que je veux dire par là avec le comparatif de porc de pâturage. Au niveau de la viande en tant que telle, donc on remarque un muscle qui est beaucoup plus maigre, moins persillé, avec un gras de surface seulement.
Au niveau du port de pâturage maintenant, donc un muscle plus ferme, encore là comme la volaille, un animal qui se déplace, qui fouille dans la terre, qui est tout le temps en train de courir, en train de s'amuser à l'extérieur. Au niveau du muscle plus développé, comparativement au muscle standard, donc au niveau du cou, de l'épaule, des pattes, on a des muscles qui sont beaucoup plus gros. Pourquoi? Ben, à cause de la topographie. Le porc qui est tout le temps dans de la boue, dans des roches, à sauter par-dessus des souches et ainsi de suite. Donc, développe des membres plus gros à ce niveau-là. Et au niveau du cou, de l'épaule, ben un porc, ça fouille tout le temps, ça laboure tout le temps. Donc, il développe un peu plus ces muscles-là. Au niveau du persillage maintenant, comme vous pourrez remarquer, là, la photo de droite, bon, vous voyez des petits picots, là, c'est pas du persillé de gras, là, c'est du sel. Mais remarquez les veines de gras, donc qui sont à l'intérieur comparativement au porc commercial. Donc, on est capable de développer plus de persillés, spécialement chez une carcasse de 250 livres et plus. Au niveau du porc commercial, mon collègue Jonathan et moi, la première chose qu'on a remarqué à un moment donné, on est arrivé dans la chambre froide, il y avait seulement que des porcs de pâturage. Et puis, ce qu'on a dit, oh, ça sent différent aujourd'hui ici. L'odeur était différente. On avait une bonne odeur de viande, le porc de pâturage, versus le porc commercial où on a souvent des odeurs désagréables. Puis on se demande un petit peu d'où ça vient, mais je vais y arriver un petit peu plus tard. Et aussi, dans le porc commercial, ben, ce qu'on retrouve sur le marché maintenant, c'est pratiquement toutes des coupes qui sont emballées sous vide. Donc, on achète des filets sous vide, on achète des longes de porc désossées sous vide, la longe avec os sous vide, des morceaux de fesses sous vide. Et ça emmène la fermentation, encore là, qui viennent accentuer ces odeurs-là qui sont pas agréables. Comparativement au porc de pâturage, ben, on est en carcasse, puis on n'a pas ces odeurs-là. Comme je vous dis tantôt, je vais emmener ma constatation au sujet des odeurs. Donc, ce qu'on a remarqué aussi, pour le boucher, à la coupe, on a notre couteau. Le gras d'un porc de pâturage, on va couper comme si on coupait dans le beurre. C'est vraiment facile à couper pour le boucher. Au niveau du porc de pâturage, ben, on a un gras qui est très ferme, très difficile à couper. Donc, à la fin d'une journée de coupe, là, après avoir coupé une douzaine de porcs, on a le bras assez fatigué. Et puis, ça emmène par contre des bons avantages. En bouche, un gras de porc commercial, quand vous l'avez en bouche, c'est un peu comme si on vous avait un morceau d'élastique en bouche. C'est difficile à mâcher, ça ressemble à du caoutchouc. Un gras de porc de pâturage, le gras, il devient un peu comme une texture de beurre qui est fondant en bouche. Et ça, c'est très agréable pour ceux qui aiment manger le gras. Et j'en suis un. Au niveau du porc de commercial. Le porc, dans le fond, dans le porc commercial, moi, en tant qu'éleveur, j'ai pu faire des constatations aussi. Ben, des traitements préventifs, moi, au pâturage, j'en fais pas. Premièrement, parce que c'est très difficile. Les porcs sont pas habitués à ce contact-là avec nous. Nous, on est doux avec nos porcs. Fait que le porc, il s'habitue à ce qu'on soit gentil. Je vais pas faire des traitements préventifs pour prévenir une maladie ou un problème qui peut arriver dans mon troupeau. Je vais plutôt isoler le sujet si jamais ça arrive. Mais depuis que j'élève, depuis que je suis petit, j'ai jamais eu besoin de donner une piqûre à un de mes porcs. Les stress sont plus élevés en porcherie. Un contact avec un humain en porcherie, c'est souvent pour une castration, pour un traitement préventif qui est une piqûre, pour le déplacer de parc. Puis ça fait rarement plaisir au porc d'avoir ce contact-là. Si on pense à nous, je serais pas attiré non plus vers ça. La vision de la lumière, ben le porc a jamais vu la lumière du jour. Ça peut être pas si grave. Pour moi, c'est important. Puis, ça a créé un autre problème. Au kit de chargement, quand on arrive pour charger les porcs dans les remorques, ça devient très pénible. Les porcs ont peur de la lumière qui est dans la remorque. C'est un nouveau milieu inconnu. L'extérieur, la lumière du jour est vraiment pas pareil comme la lumière qu'on peut retrouver à l'intérieur. Les nutriments qu'ils vont chercher dans le sol, ben le porc est constamment en train de remuer le sol, va chercher des nutriments à travers ça, puis à travers la boulée qu'on lui leur achemine. Le stress, ben quand il nous voit le porc, ici on peut remarquer le porc qui est en train de manger de la pulpe de pomme. Le propriétaire presse son propre jus. Fait que quand il presse du jus, on a accès à la pulpe. Fait qu'on donne la pulpe de pomme au porc. À toutes les fois qu'on va voir les porcs, c'est jamais pour les bousculer, c'est pour les changer de parc, leur donner de nouvelles moulées, puis des gâteries. Dans les porcheries,
de plus en plus, on apporte des jouets au porc. Ça c'est une tendance dans l'industrie. On coupe les queues. La raison pour laquelle on coupe les queues, c'est pour le cannibalisme dans les porcheries. Les porcs ont rien à faire, puis c'est un animal qui est très curieux. Fait que le porc va se mâchouiller entre eux. Ça devient un problème parce qu'une fois que le porc goûte au sang, il est tout le temps intéressé d'y retourner. Les manœuvres sont pénibles. On travaille avec un animal qui a peur de nous. Fait qu'on doit travailler avec des panneaux, des hochets, des aiguillons électriques pour réussir à diriger le porc. Nous, les queues sont toutes présentes chez nous. C'est pas de quoi qu'on inflige au porc. Les porcs, ils ont assez de choses à se trouver pour jouer. Ils vont se trouver une roche, une racine, une branche. Ils vont se courir après, mais j'ai jamais eu de problème de cannibalisme. La facilité à main d'œuvre, le porc, c'est notre ami. On a du fun avec lui. Il est proche, on le flatte. C'est ça qui nous permet aussi qu'à l'attrapage des porcs, la façon qu'on fonctionne, c'est qu'on pousse pas les porcs à l'intérieur du corral. On travaille avec l'estomac du porc. On va couper les 12 heures à l'avance pour que le porc ait faim le soir quand on arrive pour faire la tournée. Dans le fond, les barrières, le corral, il a tout le temps accès à rentrer à l'intérieur puis aller voir ce qui se passe. Fait qu'il n'y a pas peur de ce milieu-là. Fait qu'on fait rentrer une certaine quantité de porcs, on fait notre sélection de la semaine, puis ceux qui sont pas retenus, on les relâche au champ. Aucun outil n'est nécessaire pour rattraper les porcs. On travaille avec nos têtes pour réussir à diriger le porc où ce qu'on veut. D'autres observations du boucher. Donc, au niveau du bœuf maintenant. Donc, encore une fois, on revient avec cette même odeur qui est forte pour le bœuf standard. Quand on rentre en chambre froide et puis qu'on est habitué de travailler ces viandes-là, on le sent moins. Mais quand on vient avec d'autres carcasses comme du bœuf de pâturage, donc on rentre dans la chambre froide, si on a seulement que du bœuf de pâturage, on remarque que l'odeur est différente. Donc, au niveau du bœuf, on a un persillé qui est très abondant dans le bœuf commercial, avec les Wagyu de ce monde, avec le 3A, le Sterling, tout ce que vous entendez parler. La seule caractéristique qu'on a sur le bœuf maintenant, c'est « wow, il est très persillé, ça va être bon ». Donc, on n'a pas ce persillé-là dans notre bœuf de pâturage, donc qui est peu persillé. La couleur rouge clair, bon, encore là, ça va dépendre de l'âge de l'animal, de ce qu'il va manger, contrairement au bœuf de pâturage où on a une couleur qui est beaucoup plus rouge foncé. Donc, j'imagine la bêta-carotène, ce qu'on a dans l'herbe, mais aussi on a des animaux des carcasses qui sont plus âgés pour s'approcher d'un poids idéal. Donc, vous voyez ici à votre gauche, on a une carcasse, un bœuf standard. On voit la couverture de gras. Donc, on a un gras qui est vraiment blanc et puis la couverture est vraiment abondante. On a une couverture au niveau de la fesse, au niveau du quartier avant. On a du gras partout. Donc, on voit une carcasse de 823 livres qui avait 17 mois et c'était une femelle. Donc, à droite, notre bœuf de pâturage, que le gras est légèrement plus jaunâtre. Donc, un animal, encore une fois, qui a vu le soleil, qui mange de l'herbe seulement. Et puis, c'est ce que ça amène comme au niveau du gras de couverture. On voit aussi que la couverture de gras est moins abondante au niveau de la cuisse et au niveau de l'épaule aussi. Donc, en comparaison, on a une carcasse ici, 686 livres, 30 mois, et qui est une femelle aussi. Donc, on voit la différence d'âge. De là aussi, tantôt je vous parlais, la différence de couleur. Et puis, on va avoir un goût qui va être vraiment plus d'une viande mature. Donc, vraiment un goût prononcé de bœuf. On va parler de perte maintenant. Donc, au niveau du bœuf standard, on va parler de perte plus élevée, comparé seulement avec la couverture de gras qu'on voit. Donc, ça, c'est situé au niveau de la coupe de l'avant de bœuf. Donc, ce qu'on voit, c'est la côte de bœuf, le rib steak. On avait environ 3/4 de pouce de gras de couverture versus 1/4 de pouce. Donc, quand je parle de perte, on va parler d'un bœuf standard. On va parler de entre 35 et 44% de perte à la coupe. Et pour l'animal de pâturage, on va parler entre 28 et 35%. Donc, ça fait une énorme différence dans la viande qu'il nous reste à la fin versus ce qu'on a payé pour notre carcasse complète. Maintenant, les observations au niveau du bœuf, au niveau du vieillissement. La plupart du bœuf qu'on retrouve en industrie, c'est des pièces qui ont été vieillies sous vide
pour vous faire mettre en contexte de comment ça se passe. Donc, à l'abattoir, on abat l'animal. Dans les 24 à 48 heures suivant l'abattage, on fait la découpe, on fait le débitage, on met les pièces sous vide avec un gaz, et puis ça, on vous dit, ben, vous avez 45 à 60 jours pour le vendre. Donc, pour ceux qui ont déjà eu l'opportunité de sentir que ça sent, on ouvre le sac, et puis ça sent vraiment la fermentation. Donc, ça amène un goût différent aussi dans nos viandes. À droite, on voit une pièce de longe, donc la coupe du T-bone, qui est vieillie à sec, qui a 21 jours. Donc, vraiment, ici, on va parler d'une perte d'humidité importante. Donc, pourquoi on va vieillir une carcasse? Ça va être pour augmenter la tendreté, bien sûr. Tantôt, je vais revenir un peu plus en détail comment une fibre de viande elle est composée. Mais il faut penser que dans un muscle, on a des enzymes. Et puis les enzymes, eux, leur rôle, c'est de détruire, de manger le collagène, qui est la partie un peu plus coriace du muscle. Donc, en laissant vieillir la viande, ben, nos enzymes ont la chance de détruire une partie du collagène. Et aussi, on veut concentrer la saveur. Donc, si j'ai une bonne saveur au début, ben, je vais concentrer cette saveur-là parce que je vais avoir une perte d'humidité. Donc, il faut penser qu'à toutes les fois qu'on va vieillir une pièce, on va avoir une perte de plus ou moins 2% par semaine. Fait que mettez ça sur l'ensemble d'une carcasse, ça peut représenter des bons volumes qu'on perd. Donc, je vais vous parler des conditions gagnantes, ce qu'on a observé pour les bœufs de pâturage. Parce que la couche de graisse est moins abondante, on va parler, pour nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vieillit de 10 à 14 jours la carcasse entière. Et pour ça, ben, ça prend des chambres froides qui sont vraiment optimales avec l'humidité qu'on contrôlée. Puis là, j'amène une autre problématique que j'ai connue quand j'avais mon commerce, puis à l'école, c'est la même chose. À tous les changements de saison, on a une variation au niveau de l'humidité dans nos chambres froides. Donc, comme en ce moment, là, une journée, il fait 15 degrés, puis l'autre journée, il fait moins 5. Bien, la réfrigération a de la difficulté à s'adapter. Et puis, on a des problèmes de contrôle d'humidité dans nos chambres froides. Et puis ça, ce que ça fait, c'est qu'au lieu que notre viande sèche, ben, elle va être gluante et puis elle va développer des moisissures. Puis ça, ben, c'est vraiment pas intéressant parce que ça vient pas améliorer le goût de nos viandes. Et bien sûr, pour avoir des conditions gagnantes, ben, ça prend une certaine couverture de gras pour être capable de vieillir une carcasse entière. Le meilleur des mondes, nous, ce qu'on fait, c'est, dans le fond, on vieillit seulement avec les coupes nobles. Les coupes nobles, c'est le train de côte, la longe courte et la pièce de surlonge. Donc, c'est les pièces qui sont les plus tendres et qu'on veut laisser accrocher pour justement travailler au niveau du collagène et développer encore plus de saveur. Comment qualifier le bœuf de pâturage? Ben, comment on va vendre nos viandes? Donc, il faut parler du rendement de viande avantageux, moins de pertes à cause du gras. Donc, moi, ce que j'ai remarqué depuis que je mange du bœuf de pâturage, ça fait 3 ans, c'est une viande qui est très facile à digérer. Moi, quand je mangeais un steak dans le passé, là, pour le souper, je peux vous dire que ce steak-là il tenait éveillé jusqu'aux petites heures du matin. Là, j'ai plus ce problème-là. Puis, j'ai envie de manger du bœuf à tous les jours. Donc, c'est un goût qui est très délicat comparativement aux viandes grasses du marché. Donc, souvent, ce qu'on a en bouche, si on a des goûts de gras, c'est très juteux, mais c'est pas vraiment un goût que j'affectionne. On a besoin de moins pour être rassasié. Pensez à un steak qui est très gras. Puis là, ben, vous allez le cuire, puis vous allez le manger au complet, versus une pièce de viande à poids égal. Ben, cette pièce-là qui a moins de gras, qui est plus protéinée parce qu'elle bougeait plus, ben, on en a besoin de moins pour vraiment avoir le sentiment là, de j'en ai assez, j'ai assez mangé. On va parler de protéines de très grande qualité, qui est en lien avec tout ce que je vous ai mentionné en haut. Et dernièrement, ben, on mange du bœuf de pâturage, c'est pour le goût. Tantôt, je vous ai parlé de collagène. Je vais juste mettre une petite image là-dedans, sur ça. Dans le fond, là, une fibre musculaire, c'est fait un peu comme un fil électrique. Chacun des fibres musculaires est enveloppé de collagène. Mon fil électrique est emballé d'une gaine de plastique. Donc, mon muscle, tout dépendant de sa fonctionnalité dans l'animal, va être plus chargé ou moins chargé de collagène, donc plus tendre ou moins tendre. Donc, je fais une énumération des parties qui sont peu riches en collagène. Donc, les pièces, justement, qui gagnent à être vieillies. La longe, où on vient sortir toutes les coupes de détail que vous voyez. Le train de côte, la pièce de surlonge et nos muscles de fesses, bien sûr, que
habituellement, on va attendrir mécaniquement parce que vraiment, à ce niveau-là, on a une fibre de viande qui est vraiment plus compacte, plus dense. Au niveau des parties très riches en collagène, ben, on a l'épaule, on a la palette, on a l'épaule, ainsi que leur coupe de détail, les jarrets, les poitrines et les côtes. Ben ça, pour détruire le collagène, qu'est-ce qu'on va avoir besoin de faire? Il va falloir jouer avec nos cuissons, nos modes de cuisson. On va parler de mijoter, de braiser à ce moment-là. Pour mettre ça en image, les coupes du centre, c'est les coupes les plus tendres. Ce que je vous ai énuméré tantôt, la surlonge, la longe, le train de côte, c'est vraiment là où les coupes sont plus tendres. Et puis les extrémités, ben ça demande à être travaillé un peu différemment ou utiliser d'autres modes de cuisson. Ça, c'est une image qui m'a frappé. Puis j'ai trouvé bon de la mettre dans la présentation aujourd'hui parce que c'est une image vaut 1000 mots. Donc, si on pense à notre vache, les morceaux qui sont riches en collagène, les jarrets, l'épaule, la palette, ils ont besoin de cuisson lente. Donc, on va parler de la mijoteuse, on va parler de la fameuse cocotte avec de l'humidité. Pensez au fourneau maintenant où on trouve les coupes du centre, la fesse, ou pensez même à votre barbecue. Ben là, on va parler de cuisson plutôt qui est de griller et rôtir, sauter. Donc, ça va être ces pièces-là qu'on va utiliser pour les cuissons rapides. Un autre conseil je peux vous accompagner pour avoir une cuisson réussie, ben, c'est difficile si vous n'avez pas de thermomètre à la maison de réussir une bonne cuisson. Et pour ça, ben, bien sûr, ça vous prend un tableau de température, mais à ça, vous devez associer vos goûts. C'est comment vous aimez votre viande. Vous l'aimez saignante, médium, bien cuite. Et puis, vos instruments, vous habituez avec vos instruments. Ben, ça se peut que votre thermomètre, là, il vous donne pas le résultat attendu en lien avec le tableau des températures. Fait qu'il faut noter vos expériences et corriger le tableau des températures en fonction des instruments de mesure que vous avez. Un autre conseil pour une cuisson réussite. Donc, on sort nos pièces de viande au moins à peu près une trentaine de minutes qu'on laisse tempérer sur le comptoir. Ensuite de ça, un assaisonnement, à quel moment? On peut assaisonner nos steaks juste avant de les cuire, mais dans les prochaines diapos, je vais vous montrer une autre façon d'assaisonner nos steaks. Donc, on fait notre cuisson par la suite et on donne un temps de repos. Donc, dans la photo inférieure, on voit notre assiette, nos steaks qui ont été cuits, qui ont été couverts avec un papier d'aluminium, 10 à 20 minutes. Ça fait toute la différence dans la répartition de votre cuisson, de votre chaleur dans votre pièce. Et puis, ça nous donne un résultat comme la diapo suivante. Donc, ça nous fait une pièce qui est cuite égale d'un travers à l'autre avec une présence de viande rosée. Dernièrement aussi, on a découvert, ça fait à peu près 2 ans, on va avoir sur notre page Facebook le lien, donc qui était l'émission L'épicerie. On parle de saumurage des viandes. Donc, j'ai fait un petit calcul pour vous, pour que ça soit simple. Donc, comment on fait? On pèse notre pièce de viande. On dit 1% de la masse qu'on va ajouter du sel. Là, soyez imaginatifs. Du sel fin, du gros sel, du sel rose, du sel de mer. En autant que c'est du sel, ça n'a pas d'importance. Et ce qu'on va faire, c'est que ça représente tout ça pour un steak de plus ou moins 350 grammes, environ une demi-cuillère à thé de sel qu'on va venir appliquer sur chacun de nos steaks. Donc, de chaque côté, on vient faire un rub avec le sel. Ensuite de ça, on va placer nos steaks dans un plateau. Ici, j'avais 2 steaks, j'ai tout simplement placé ça dans une assiette. Donc, c'est important de les mettre côte à côte et non les superposer. On va mettre ça au frigo 24 heures. Vous allez dire, il faut que j'y pense d'avance. Si on fait pas ça, vous n'aurez pas l'obtention du saumurage. Donc, ça va être vraiment le sel qui va pénétrer à l'intérieur de votre viande. Et ce que ça va faire, c'est que ça va retenir les jus. Fait que une viande de pâturage, on le dit, on a moins de gras, ben on veut garder le maximum d'humidité dans nos viandes. Donc, en utilisant cette technique-là, ben quand vous allez cuire votre steak, il va conserver plus d'humidité. Et bien sûr, on tempère avant de cuire plus ou moins 30 minutes. Un autre mode de cuisson qui est intéressant, donc j'affectionne pour les viandes de pâturage, le thermocirculation. Donc, qu'est-ce qu'on peut cuire? Le porc, le bœuf, le poulet, les saucisses dans ça. Donc, un grand avantage, donc encore là, prochaine diapo, on a un grand avantage de garder toute l'humidité dans nos viandes. Donc, l'inconvénient de la thermocirculation, c'est que si on veut faire un braisé, on n'a pas de caramélisation.
Donc, quand on fait un braisé, on veut avoir des sucres qui sont caramélisés. Donc, c'est moins intéressant. Mais pour toutes les autres cuissons, donc les cuissons rapides, c'est une cuisson sans souci. Je donne tout le temps l'exemple. Nous, on aime beaucoup les rôtis de bœuf. Donc, je mets mon rôti de bœuf souvent le matin. J'ai d'autres choses à faire à 8 heures le matin. Puis, on mange à 6 heures. Je détermine le degré de cuisson que je mets mon eau. Et puis, en ce moment-là, j'ai une cuisson qui est pareille du début à la fin de ma pièce. Ça me permet de garder l'humidité. Ça me permet de faire fondre un petit peu le collagène. Et ça me permet de conserver la saveur. Et j'ai pas besoin de temps de repos parce que ma pièce est de la même température d'un bout à l'autre. Pourquoi ADN? Ben, pour le plaisir. Moi, tous les jours, à la fin de ma journée de travail, je vais récupérer mes 2 enfants à la garderie, puis je les apporte faire la tournée des animaux avec moi. Fait que pour moi, ben, on fait face, je pense que tous les jours, on fait face à des défis, un petit peu plus dans le milieu agricole, je crois. La débrouillardise, ben, nos enfants voient à travers nous ce qui se passe, ce qu'on réussit à surmonter comme problème. Les défis, bon, je viens d'en parler, les défis qu'on fait face tous les jours. Puis moi, ben, je vous cacherai pas que ça me prend 30 à 40 minutes quand j'ai mes enfants à apporter avec moi à faire la tournée. Mais je crois que pour le temps que ça prend, je crois que ce temps-là, il est précieux passer avec eux. Il y a aussi ici, on peut voir les animaux qui sont arrivés quelques jours au préalable sur la ferme. Nous, quand on sélectionne des animaux, c'est très, très important que le bétail soit calme et docile parce que je veux pas qu'il arrive quelque chose à mes enfants dans un pâturage. La relève, fait qu'ici, on peut voir la relève, les enfants de ma sœur, mes 2 enfants. Quand on parle de docilité d'animal, ici, je pense on peut la voir. Puis, il y a mon père qui est ici aussi, là, très fier de ses petits-enfants. Je veux terminer la présentation par des témoignages. Donc, j'ai demandé, bien sûr, l'autorisation à ces gens-là de présenter leurs témoignages. Premièrement, j'ai Simon, mon massothérapeute de Coansville. Il dit, moi, je vais le voir. Il dit, moi, je mange plus de bœuf haché. À toutes les fois que je mange du bœuf haché, j'ai des brûlements d'estomac. Fait qu'il dit, j'ai décidé d'arrêter de manger du bœuf haché. Ce que j'ai fait avec Simon, le lendemain, j'ai apporté 2 paquets de bœuf haché. J'ai dit, Simon, j'aimerais ça que tu fasses un test. J'ai revu 2 semaines après. Il dit, je l'ai testé, ton bœuf haché. Il dit, j'en ai mangé le soir, j'en ai mangé pour le déjeuner, puis j'en ai mangé pour le dîner. Et puis, il dit, j'ai jamais rien eu. Puis depuis ce temps-là, c'est devenu un client fidèle chez nous. À toutes les années, il achète son quart de bœuf, il achète son demi-porc, il achète ses poulets et son dindon. L'autre, Julie, donc sa fille qui mangeait pas de bœuf, à toutes les fois qu'elle mangeait du bœuf, avait des maux de ventre, des ballonnements, souffrait de constipation suite à la consommation de bœuf. Puis, donc, on lui a dit, son médecin, il a dit probablement qu'elle est intolérante à la protéine bovine. La même chose avec Julie. J'ai donné un paquet de bœuf. Il dit, doucement, essaye d'introduire, puis tu vas voir ce que ça va faire. Le premier souper qu'elle a servi du bœuf, elle en a mangé, puis elle a demandé d'avoir le restant pour son lunch le lendemain. Aucun problème. Dernièrement, donc Sonia, elle a dit que depuis qu'elle consomme des viandes de pâturage, ses enfants, ils veulent pas aller manger au restaurant. Ses enfants, ils veulent que sa mère cuisine pour eux. Donc, quand ils font les activités, elle s'assure d'avoir suffisamment de plats, suffisamment de viande. Et puis, cette année, elle a ajouté le volet charcuterie. Elle dit, moi, je suis tannée de dépenser 50-60 $ pour acheter du jambon, du simili-poulet, du bologne. Puis, elle dit, je sais que la qualité n'est pas là. Fait que c'est-tu possible que tu me fasses ces charcuteries-là à base de viande de pâturage? Donc, ça a été vraiment un tournant pour elle.